So we'll be, so it's not easy to switch from interpretation to not. So we'll be doing it in the first part in English, the second part in French. Feel free to ask your question in any languages. I can actually read them in Spanish and Italian. Feel free to do it. Donc, vous serez en mesure de poser vos questions aussi en français et en anglais. Et vous pouvez recourir au panel. Donc, le Q&A, toujours dans la barre de votre Zoom. So you'll be able to click on Q&A and ask, and I'll be the humble spokesperson for your questions. So we have quite a few attendees. Thank you for dropping in. And I will, so everybody is set up. Tout le monde est en forme pour ça. Et donc, interprétation. Dario Yedzoni avec Je suis votre humble animateur. Dario Yedzoni, I work with Earth Day Canada, and I've been working with a lot of virtual events with Earth Day since the beginning of the pandemic. So I'll be your host, and without further ado, I will invite Mr. Thomas Mulcair. He's a visiting professor of the University of Montreal Department of Political Science and a lawyer by profession. Mr. Mulcair's political career led him to occupy the position of Quebec Minister of the Environment between 2003 and 2006, and then leader of the NDP from 2012 to 2017. He was named chairman of the board of directors of Earth Day Canada in January 2018. Thomas, what a pleasure seeing you again virtually for this webinar devoted to municipalities. How can they be and play a critical role in environmental action? Thomas. Well, thank you very much, Dario. And let me begin by saying hello to everybody who's joined us online today. It's always a great moment for us as we hit the springtime, and we know that Earth Day is just around the corner on April 22nd. And today we're going to have a couple of guests that I'm so thrilled to have with us. We're going to first and foremost meet with Doug Holmes, who is the mayor of the magnificent city of Summerland in British Columbia. And he will be explaining to you what it's like to be the mayor of a town as gorgeous as that, but what the challenges are in terms of climate change and global warming, because they are right on the front lines. And we'll also be with Alexandre Warnet, who is a councillor in the city of Laval, very large city just north of Montreal. So we have the smaller municipality meeting all of the challenges that we're going to talk about, and of course a larger town. And I think that the simplest answer to your question, Dario, is to simply say this, that municipalities, because they're the front line, are probably the most important political and organizational actors in the fight against climate change in the world today. You know, just over 50 years ago, when the first ministries and departments of the environment, the agencies like the EPA in the States, they were all set up in the early 70s. And it was a very clear reflection of the way public administration was done at the time. Everything was going to be top down. Well, that pyramid has largely reversed in the 50 years. And we're starting to realize that the best way to get things done is to first and foremost work with local, regional, and municipal governments, because one, they're on the front line. Two, they're responsible for much of the infrastructure that's being hit as we try to adapt to those changes. And of course, they're great at getting results. So welcome, Mayor Holmes. Bienvenue, Monsieur Warnet. Comme Dario l'a dit, on va rester en anglais pour ce petit bout, mais il va y avoir une section en français, en fait deux. So to avoid going back and forth, we're going to do this first part in English, but of course we'll take your friend. On va prendre vos questions en français, par ailleurs, sans aucune hésitation. I think that that's the key thing with regard to local and regional governments. We talk often about the grassroots. Well, that's the level we're at with regard to big environmental groups that are structuring and getting the word out there and helping and being there every step of the way to put their shoulder to the wheel and to try to get things moving in the right direction. Yep. This week, we had a big
report from the International Panel on Climate Change, which once again rang the alarm loud and clear, saying we can't continue doing what we're doing. And yet Canada, despite brave words, always falls behind. We never meet our international obligations, whether the Conservatives or the Liberals have been in power. We've just never gotten it done. The only thing that matters at this stage is getting those results. And future generations will not forgive us if we don't. So that's what Earth Day is about. And as Mayor Holmes will explain to you, not only do they have Earth Day, but they actually organize an Earth Week in Summerland. And if you haven't had a chance, please do later on, make sure you see the video that he put together that shows you the vistas in that spectacular part of Canada. But there are spectacular parts of Canada from coast to coast to coast. We've got a lot, the second largest country in the world, but we're also a laboratory for climate change and global warming. We're getting hit by it hard, whether it's the wildfires, the heat domes, we're inventing a whole new vocabulary around this, or the flooding that we're seeing, and all of the infrastructure that has to be better prepared and protected and often tragically replaced. And there was this initiative that was taken by Earth Day Canada, mobilizing communities. Why was that created specifically for that purpose? And what kind of mobilization can we see with that program? Well, Earth Day is an organization that I love because it's always put the accent on achieving results. And we partner. We partner with the private sector without hesitation. We've been working with one of Canada's largest grocery chains, IGA Sobeys, and we've been putting in place charging stations that works for them, it works for the public. It's an incentive to buy more electric cars, and electrification of transport is a big part of the solution of where we have to come to this change to avoid the tragedy that's right there in front of us unless we do change. But I think that Earth Day's pragmatic approach has also led it to look at the landscape in every sense of the word and say, of course, we're going to work with, and we do, with the federal government and the provincial governments. But if we want to look at the level of government, if we want to look at the place where the results right now are being achieved, it's the order of government where we have to be putting the accent right now is at the municipal and regional level. We have to partner with them more. And they have to be seen by the other orders of government as being the most appropriate place to do a lot of the investing that has to be done to come to grips with climate change and global warming. And of course, as you mentioned, we have Mr. Mayor Holmes with us, who is the official spokesperson, the municipal spokesperson for this year's campaign. Why did Earth Day Canada choose Summerland as the ambassador of this year's Earth Day celebrations? Well, it's sort of a double reason. First of all, because Mayor Holmes and the people of Summerland have been doing such an extraordinary job of getting on board. Again, not just acknowledging Earth Day on the day out, but as Mayor Holmes has said, working on these issues all year long. And just to show concretely what that turns into, as I mentioned before, they have Earth Week, and they have activities throughout their town at that time. If you know the Okanagan, if you've ever had the good fortune to visit there, you know why it's important for them to preserve and protect what they've got. They've had really serious wildfires in the past few years, had flooding, heat domes over all of BC, which again are completely changing the climate. So everybody has to get on board and use what tools that we do have and understand that all orders of government have to be working in the same direction. But Summerland was just such a magnificent place. And when you want to protect, it's interesting to be able to connect with people and emotionally show them what could be lost. And showing the beauty of Summerland, I think, is one of the best ways to get Canadians to understand all that could be lost unless we change what we've been doing and we start acting concretely to limit climate change and global warming, because we are in a crisis situation and we do have the tools to do it, but there are always excuses not to get it done. The best place to get action, to get things done, again, it's at that local level. That's why municipalities are crucial to the activities of Earth Day, and that's why we've been putting our accent and our emphasis on that for the past few years. Thank you. Actually, we thank you very much. We can now
turn to Mr. Mayor Holmes. You were elected mayor of the District of Summerland in 2022 after serving 8 years as councillor. You long advocated for a culturally and economically vibrant community, and you've been council liaison to the Chamber of Commerce, Arts Council, and Summerland Secondary School Youth Council. You've been coaching youth tennis, and you've been working concretely in supporting Syrian and African refugee. You've been settled in Summerland for quite a while now, since 2004, where you actually, after a long career in business and journalism. Thank you for being with us, Mr. Mayor Holmes, today. We've been hearing about the challenges of Summerland and other municipalities in BC. Why did you accept this role of spokesperson for this year Mobilizing Municipalities campaign? Yeah, thank you. Well, thanks for inviting me. First, it's an absolutely honor to be chosen as the spokesperson for the Mobilizing Municipalities campaign. It's not something I ever expected coming from a town like Summerland. And I accepted the role gladly, mainly, as you said, because I saw it as an opportunity to help highlight some of the challenges that smaller rural municipalities like ours are facing. As has been said, we're very much on the front lines. I think rural communities are on totally on the front lines of climate change. We see it every single day. We've been in recent years, we've been faced wildfires, floods, drought, sometimes flooding and drought at the same time. Mm-hmm. And atmospheric rivers and whatever. So it's we're just so impacted by it that we can't ignore it. And what does it mean to you to be that spokesperson? How do you live it? Well, I've already sent emails to every other mayor in the southern interior to tell them to participate in Earth Day events the way Summerland has for many years, and I intend to reach out to every mayor in the country if I get their email addresses. We can work on that. And this year, and actually, Thomas was talking about this whole week. But what have you planned for Earth Day in 2023? So Summerland has a long history of Earth Day. We held our first Earth Day in 2006, and it was initiated by a local biologist, Lisa Scott, and a group of local scientists that reside in Summerland. And in fact, Lisa in 2017 was a finalist for Earth Day Canada's Hometown Hero Award. So we have a long history of Earth Day. That very first year, we had about 30 people come out and to plant some native trees in place of invasive species. Mm-hmm. And since then, it has just grown and grown and grown. So every year we get about hundreds of people out. And it was in 2010 the decision was made to expand Earth Day into a whole week, into Earth Week, because so many events were being planned and organized that we couldn't possibly fit them into one day. So I can give you an example for this year of what's being planned. Mm-hmm. Is we have a theme every year, a different theme. So this year's theme is food security and resilience. Oh, wow. And there'll be a deep dive talk, panel discussion to discuss food security. There'll be an Earth Day fair, which we have every year with local vendors emphasizing local food production. Wow. And we're lucky it's a Saturday. Oh, this will go on all week, so you're okay. And we'll have an EV car show. We have a new organics facility that's just opened up in Summerland. So we've been able to divert, like a lot of larger centers already do, of course, divert organic materials from our garbage, and so that's just opened up. So we'll have public tours of that.
The schools always get involved, and they're doing a bookmark design competition. So there's all these kind of different things that happen all week long, and there's usually like a community cleanup of some sort. And we continue to plant. It's kind of the planting trees is still a big part of that Earth Week. So it's always been there. So that's what's kind of on top for this year. And, quite busy, and it drives many different interests and many different citizens from all walk of life. Yeah, and I should add, it's really a community volunteer-driven week, and it wasn't started by the municipality. It was started by this group of scientists, as I mentioned, and while the municipality has always been a partner in week, we've only really recently taken a lead role in helping the organization, and it continues today as a grassroots celebration that brings people together just to help make their community a better place. Wow, it's actually volunteers, and then you have this municipality being the wind in that kite. What is Summerland doing sustainability-wise currently? What are the actions? What were the major milestones you're particularly proud of? Well, in 2009, Summerland signed the BC Climate Action Charter, which I think most municipalities in BC have signed now. And since then, every single successive council after elections doesn't really change anything in this respect. We've considered climate change in every infrastructure project we do, in all our budget allocations, in establishing our community and corporate energy and mission plans. One initiative, as an example, is we've have a policy to convert as much as possible all our municipal fleet to electric, and work equipment to all electric options. Another has been to retrofit and install rooftop solar on municipal buildings, including City Hall. And we encourage our local residences to install solar panels by buying back their excess energy and to put on the grid. Summerland is, we're very fortunate. We're one of only 6 municipalities in British Columbia to own our own electrical utility. So we purchase power wholesale, and then we distribute it locally. So right now we're building a solar and battery storage facility that so we can generate a little bit of our own electricity, and of course it's clean, and we're doing that with federal government support. Also, with federal and provincial support, we've installed 26 electrical vehicle charging stations all around town for public use. That's just some examples. And since you're buying some solar energy produced by the citizens, I do have a question from I guess one citizen, Ms. Goldman, in the attendee. Is there a plan to sell trees to residents to increase the tree canopy in Summerland this year? Is that in the books? I think I know the questioner. So the question is planned to buy trees or to sell trees to the residents? Yeah, it's not something we've talked about recently. There'd be logistical challenges in that, I would say, and we're not really in the business to sell trees. It's certainly an option. If a lot of people come forward with proposals and they present to council, and we certainly encourage those kind of initiatives. Earth Day Canada has a long history also of being in that business of selling trees and get trees for increasing the canopy. What are the challenges? I do have another question, and actually I was there. What are the challenges that municipalities and rural municipalities such as yours, when you're facing environmental action, what advice can you give to others in overcoming those challenges when to get moving into the environmental action?
Yeah, I guess the challenge, the real challenge is that, these extreme weather events that we've been talking about, they're becoming more frequent and more intense. And the result has been failing infrastructure and a lot of service disruptions because of that. And I think for small rural communities like Summerland, we don't have the resources to really properly adapt to climate change. Our tax base just isn't there, it doesn't allow for it. And so I think, to make those big changes that have to happen, we need senior government support. Like a good example is the solar project that we're putting in place. We're receiving $6 million from the federal government to do that. And that's great. And because we wouldn't have been able to do it otherwise. And so I think, at the local level, we know what needs to be done in our communities. We know better than anybody. And so we need to innovate and be creative and bring those good ideas and proposals to the federal and provincial governments and ask for that financial support. And we have to make it really difficult for them to say, no, we can't fund this. It has to be a really good project. And that's where the onus is on us, to making sure that that they're watertight, that they can't say no. Yeah, bringing the consensus at the same time as we present the project itself. Maybe, and thank you for sharing those hindsights, Mr. Mayor Holmes. What would be your vision for the future in your municipality and in Canada, more broadly speaking? Well, it's we're all about making our community more resilient, so that we can respond to those climate change and this extreme weather, and come out of it as a stronger community. That's kind of the challenge, and that's the vision as well. I like to say we like to ensure that every day is an Earth Day, and in Summerland we've made it Earth Week, and so but we need to make it every day. So that's kind of the vision, I think. And resiliency and making sure that Earth is taken into account every single day of the calendar. Thank you very much. You are not leaving, so there's plenty of places after my two other panelists to cover some more broader questions or more precise questions. Thank you very much, Mr. Holmes. Je me tourne maintenant, and for our friends who need instant interpretation, you'll be able to select interpretation from French to English. Donc, je me tourne maintenant vers Alexandre Warnett, conseiller municipal à Laval, une ville qui borde Montréal tout juste au nord. C'est une île également. Alexandre est également membre associé du comité exécutif de la ville, responsable de l'environnement, de la transition écologique et de l'urgence climatique. Et en plus, il a le temps de s'occuper d'innovation sociale et de participation citoyenne. Alexandre se définit comme un écophile. Il est des fondateurs de l'initiative Gardiens et Gardiennes du vivant et lancera au 22 avril, ce 22 avril, le manifeste Sacrée Nature. Merci Alexandre d'être avec nous tout d'abord. Un plaisir. Merci de m'accueillir. Merci. Laval est une ville collaboratrice de longue date du Jour de la Terre. J'ai été moi-même dans une forêt plantée en partenariat avec le Jour de la Terre et Laval, pas loin du boulevard de la Concorde, donc dans l'est, dans le centre-est de Laval. Quel est aujourd'hui, il y a plusieurs choses qui ont été réalisées comme programmes environnementaux dans les dernières années à Laval. Quel est aujourd'hui le principal moteur de votre action environnementale, Alexandre, à Laval? Bien, merci. Puis tout d'abord, permettez-moi de vous passer les salutations de notre maire Stéphane Boyer, qui ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui. Donc, notre moteur, en fait, il est d'abord en termes de vision. Et ce qu'on vise, et c'est le pouvoir des gouvernements, y compris des gouvernements locaux, c'est d'avoir un impact systémique sur notre communauté, sur nos écosystèmes, et pas juste anecdotique. On peut faire plein de belles petites choses, mais il faut penser notre collectivité
comme un écosystème, justement. Et la municipalité est la mieux placée pour avoir un point de vue d'ensemble sur la collectivité, pour avoir un effet de levier sur la transition écologique. Là, plus concrètement, on a mis beaucoup d'emphase sur la protection de notre territoire. Hein. C'est gagnant-gagnant, évidemment, là, pour l'ensemble, pour plein d'éléments, la lutte au changement climatique, l'adaptation, l'accès à la nature, la santé physique et la santé mentale des citoyens. Et il n'y a pas plus tard qu'il y a une dizaine de journées, là, on est très contents d'annoncer qu'on a dépassé là, nos objectifs, même moins d'un an et demi après notre arrivée là, de protection du territoire à 18 %. Donc, on voit qu'on est capable de le faire quand on se met tous ensemble à agir concrètement pour protéger et mettre en valeur aussi notre territoire, nos milieux naturels, nos milieux humides et hydriques. Là, tu l'as mentionné, on est une île, donc les rivières, les marais, les espaces humides sont importants pour nous aussi. Et la façon de le faire, et j'aimerais ça mettre l'emphase là-dessus, elle est collaborative. Elle est collaborative entre municipalités. On annonçait aussi tout récemment là, la venue d'un nouveau parc de conservation de la rivière des Mille-Îles qui inclut 10 municipalités ensemble. Ça, c'est absolument génial. La communauté métropolitaine de Montréal, mais aussi nos acteurs locaux, nos forces vives. Et on a lancé une table de concertation de ce qu'on appelle notre trame verte et bleue, qui inclut bien sûr les acteurs écologistes du territoire, mais aussi les affaires, le tourisme, les écoles, la santé et services sociaux et plusieurs autres types d'acteurs pour lancer ce message que l'environnement, la transition écologique, ce n'est pas juste une affaire d'écologistes, justement, et ce n'est pas juste chez nous, notre service de l'environnement qui s'en occupe, c'est une affaire de toute la collectivité. C'est ça, justement, sur quel levier vous tirez pour amener tout le monde ensemble? Bien, en fait, on se rend compte que, et souvent on a la question, mais qu'est-ce que j'ai à faire, moi, par exemple, comme agence de tourisme autour de la table? Et là, il suffit de creuser un petit peu pour dire, bien, les milieux naturels, bien, dans ce cas-là, ça peut apporter justement du tourisme, ça fait partie de l'image de qui on est. Des fois, il faut aller prendre des chemins qui touchent directement la mission très précise d'une organisation pour dire vous avez un rôle à jouer. Et là, tout d'un coup, les étincelles s'allument et disent ah oui, et je veux contribuer. Et ça devient au-delà de la mission institutionnelle ou organisationnelle une question de valeur, puis une question de ça fait du bien s'occuper de notre nature. Donc, s'adresser à ce qui fait vibrer des personnes ou les personnes qui sont dans des organisations, donc ce qui fait vibrer les organisations également. Oui, et on n'est plus dans le paradigme, on dit, comme je disais tantôt, là, c'est juste le service d'environnement qui s'en occupe. Non, tout le monde, on a une empreinte écologique importante. Tout le monde, toutes les organisations, tous les acteurs, tous les citoyens et citoyennes ont une capacité non seulement de arrêter de faire partie du problème, mais de faire partie, au contraire, de la solution. Donc, d'avoir un rôle positif et constructif. Et quand on l'amène comme ça, autour d'un beau projet comme la trame verte et bleue, qui est extrêmement positive, mais là, évidemment, là, on a envie de lever la main et de vouloir participer à ça. C'est un peu tout à l'heure lorsque M. le maire Holmes nous disait qu'on devait amener des projets qui étaient béton, le terme anglais qui était étanche à l'eau, watertight. Et là, on fait en sorte, en fait, que tout le monde trouve son compte et qu'il n'y ait pas de levée de bouclier et qu'on a une adoption rapide. Oui, tout à fait. Puis je me permets de partager aussi quelque chose qui s'en vient de nouveauté là, à Laval, dont je suis très fier, c'est le Bureau d'innovation et de transition écologique. Donc, on a décidé de créer une instance qui va s'assurer de justement briser les silos, d'abord à l'intérieur de la municipalité. Laval, c'est 5 000 employés, c'est beaucoup, beaucoup de services et de divisions. Donc, déjà, nous, on a un impact, comme je le disais, systémique, mais aussi d'amener la collectivité lavalloise d'aller plus loin dans la transition socio-écologique. Et ça prend ce regard-là qui est justement transversal et systémique, c'est important. Donc, peut-être que je poserai une dernière question à Alexandre. Cette idée de si je vous plaçais en mode conseiller
d'une municipalité qui mobilise des citoyens, mais qui les mobilise différemment, puis que je conseille à une municipalité qui n'avait pas encore commencé. Je commence par quoi pour avoir les citoyens pour embarquer? Je commencerai par pas du tout aller dans le technique, pas du tout aller dans les rapports du GIEC, pas du tout. Non. Ne pas aller puiser dans l'éco-anxiété non plus. Vraiment, au contraire, d'aller co-designer une vision commune qui part des valeurs profondes. Tu sais, quand on oublie là, ou peut-être qu'il faudra arrêter d'arroser son entrée ou de conduire son gros véhicule, donc le côté sacrifice de la transition, bien, on se rend compte que bien, finalement, protéger la nature, avoir une action positive, on est tous pour ça, pour des raisons différentes, mais très complémentaires. Donc, amener les gens autour de valeurs communes et pas designé d'avance, vraiment en mode co-construction pour qu'ils et elles puissent se reconnaître dans ce message-là, d'abord et avant tout. Donc, notre étoile du Nord qui va nous guider dans notre démarche de transition écologique. Puis ensuite, donc, ils vont se reconnaître dans les moyens d'y arriver parce qu'ils auront contribué à le faire ensemble. Et les principes sur lesquels on se base, c'est extrêmement important, c'est la fondation du travail collectif qu'on fait ensemble. Donc, une conversation qui peut être amenée, qui peut être, tout à l'heure, M. le maire Holmes parlait de la municipalité comme partenaire, et là, on a une municipalité qui participe à la conversation et non pas qui la dicte ou qui l'encadre de façon stricte. Tout à fait, qui crée le terreau fertile pour donner envie de participer à la transition socio-écologique et qui crée des leviers, des tremplins pour dynamiser puis pour renforcer les actions qui viennent aussi déjà de la collectivité. Donc, c'est tout ça en même temps. Exact. Exact. Merci infiniment, Alexandre. Il y aura peut-être d'autres questions qui vont se présenter dans la boîte de clavardage. Et on va parler des actions. Maintenant, je me tourne vers Valérie Malamo, à la direction du Jour de la Terre depuis près de 2 ans. Valérie est une gestionnaire de 25 ans d'expérience qui possède des expériences et un intérêt marqué pour les enjeux environnementaux. Elle a même fait sa maîtrise en environnement. Avant de joindre la Jour de la Terre, elle assurait les rênes d'une entreprise qui facilitait le déploiement d'appareils destinés à l'économie d'eau ou d'énergie au bénéfice de clients résidentiels, municipaux et de gestionnaires de logements sociaux. Valérie, comme directrice de Jour de la Terre, tout à l'heure, Thomas nous parlait de cette campagne municipalité engagée. On a des municipalités qui commencent, des municipalités qui veulent développer cette idée de résilience ou d'adaptation, qu'on soit débutante, intermédiaire, avancée. Qu'est-ce que ça signifie être une municipalité engagée? Pour Jour de la Terre. Salut. Bonjour, merci Dario. Bonjour à tout le monde. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici avec vous. Une municipalité engagée, pour nous, au Jour de la Terre, c'est 3 choses. D'abord et avant tout, c'est de s'engager dans des actions concrètes qui protègent l'environnement et qui luttent au changement climatique. Puis, dépendant de où vous êtes sur votre parcours comme municipalité, ça peut être des premières actions simples. Ça n'a pas besoin d'être encore un plan, mais c'est le fun quand il y a une stratégie puis un plan. Donc, avoir un engagement formel. Il y a plusieurs municipalités, même les tout petites municipalités qui ont créé des plans, qui se sont engagées. Je pense à une municipalité, entre autres, dans l'île de Vancouver qui s'appelle Souk, qui s'est engagée comme municipalité engagée avec nous il y a 3 ans, qui a un plan et qui s'est engagé de réduire de 50% ses émissions avant 2030 et qui veut le faire 100% de réduction d'ici 2050 et qui a mis en place ses initiatives et qui commence à suivre son plan d'action. Donc ça, c'est véritablement quelque chose qui démontre qu'on a envie d'agir et de faire partie de la solution. Donc ça, c'est une première chose qui dit qu'on est une municipalité engagée. La deuxième, c'est de célébrer le Jour de la Terre, concrètement, d'organiser des activités ou de favoriser une activité. On sait que certaines municipalités n'ont pas toujours les ressources, puis pas toujours la capacité, mais qui ont peut-être des initiatives citoyennes, comme le maire Holmes a expliqué. Il y a parfois des organismes communautaires qui en organisent des activités, puis ce qu'ils ont besoin, ces organismes-là, c'est d'un coup de main de la ville qui peut les aider à avoir accès à des ressources, du soutien financier, des locaux, de la promotion, et qui peuvent devenir des partenaires d'un autre événement.
Donc, on veut vraiment que vous soyez là pour en proposer une qui est quelque chose qui célèbre le jour de la Terre dans votre ville le 22 avril ou autour du 22 avril. Et la troisième chose qui fait qu'on est une municipalité engagée, c'est véritablement de promouvoir le jour de la Terre. C'est une journée rassembleuse. On veut qu'il y ait des actions de la ville qui démontrent que vous soutenez cette journée-là, qui vous marquez le coup. Et ça, vous pouvez le faire de plusieurs manières, mais une qui va être très simple, ça va être d'utiliser la campagne médiatique que l'organisme Jour de la Terre Canada développe à chaque année et met à votre disposition pour faciliter cette célébration auprès de vos citoyennes et de vos citoyens. Donc, les encourager à s'impliquer, de faire partie d'une activité, puis de célébrer à leur façon, entre amis, en famille, cette belle journée qui est la fête de la Terre. Très belle fête. Et en plus, je le disais, c'est un samedi cette année, donc il n'y a aucune raison de ne pas faire un petit quelque chose. Évidemment, puis vous l'évoquiez tout à l'heure, il y a des défis. Ça peut être compliqué. Donc, pour planifier des événements pour la campagne Mobiliser les municipalités pour le Jour de la Terre, est-ce qu'on peut avoir des conseils sur la façon dont on peut surmonter ces défis? Je vous place dans le rôle de consultante, comme j'ai placé Alexandre tout à l'heure. Comment on peut surmonter ces défis, en particulier pour des municipalités qui commencent ou qui veulent entamer un nouveau parcours de l'environnement, peut-être vers l'action climatique? Comment on peut surmonter ces défis-là? C'est sûr que quand on veut se lancer dans les organisations de Jour de la Terre, on se demande toujours par où commencer. Puis, vous pouvez commencer par nous appeler, nous, le Jour de la Terre Canada, pour avoir des idées, pour vous aider. On a accompagné d'autres municipalités, puis on peut vous recommander des choses à faire dans votre municipalité comme activité. Ça n'a pas besoin d'être très gros, hein? On peut commencer petit. Il ne faut pas penser, quand on est à ses premiers pas à célébrer le Jour de la Terre, qu'il faut faire un gros festival puis s'attendre à avoir 10 000 personnes. On peut faire une conférence, on peut faire une activité de plantation d'arbres, on peut faire une marche qui est solidaire avec la terre. C'est des choses qui peuvent être faciles à organiser, qui ne sont pas nécessairement énormes, mais qui peuvent prendre l'ampleur année après année. Une corvée nettoyage peut rassembler 50 personnes, puis l'année d'après 300, puis parce que tout d'un coup, on l'a mis au calendrier et les gens ont envie de se rassembler puis se greffer autour de cette activité-là. Donc, un des défis, c'est de ne pas se limiter à penser qu'il faut faire quelque chose de grand. Donc, on peut commencer petit puis faire grandir cette idée-là. Il faut aussi peut-être chercher une bonne idée. Donc, nous, on en a plein au Jour de la Terre, des idées à vous proposer sur notre site Web. Il y a un calendrier qui existe. Vous pouvez voir ce que d'autres municipalités ont fait aussi, qu'elles ont programmé comme activité pour vous inspirer. Mais il reste que vous avez autour de vous probablement des organismes qui en font des activités, puis vous pouvez aussi aller chercher dans la communauté des groupes citoyens, des acteurs qui sont des organismes en environnement qui veulent faire des choses, puis qui ne demanderaient rien de mieux que de collaborer avec vous comme ville pour avoir du soutien, puis mettre en place une activité qui va rassembler vos citoyens. Mais un des freins qu'on a vu avec la pandémie, c'est qu'on a eu une dure période là, pendant la pandémie où est-ce que c'était pas possible de se rassembler. Puis on a vu que des gens étaient quand même créatifs puis ont fait des activités virtuelles. Donc, aujourd'hui, on est même capable, même si on peut se rassembler, puis c'est encore plus fun de faire une activité le Jour de la Terre quand on est tous ensemble. Il n'en demeure pas moins qu'on a aussi la possibilité de faire des ateliers virtuels, des conférences. On peut donc démultiplier le type d'activités, les types de forums dans lesquels on peut se rassembler pour souligner. Et ça ne devrait plus être un frein. Donc, géographiquement, des fois, on a des grands territoires, il y a des villes qui sont très étendues, mais il y a toujours une façon de rassembler les gens, même de manière virtuelle, si ce n'est pas possible de le faire physiquement. Un autre défi, c'est peut-être les ressources. C'est pour ça que j'appuie beaucoup sur l'idée qu'on peut aller chercher dans notre communauté des acteurs, puis vraiment faire appel aux citoyens qui ont envie de se rassembler. Donc, vous n'êtes pas nécessairement tout sur les épaules de la ville, mais c'est la ville qui devient un peu un promoteur de cet événement-là parce que cet organisme-là ou ce groupe-là a envie de faire quelque chose, puis ils veulent l'appui de la ville. Puis je pense que Summerland a fait une belle démonstration que c'est comme ça que ça s'est passé dans leur communauté. C'est venu des citoyens et ils sont venus en appui, puis avant le temps, ils ont même soutenu, ils prennent un certain leadership dans ce rôle-là au fil des années. C'est un très bon exemple que je peux dire qui est vraiment un beau modèle de comment on devient graduellement de plus en plus engagé dans le Jour de la Terre puis dans la lutte au changement climatique. Tout à fait, tout à fait. On parlait tout à l'heure d'un kit pour aider les municipalités. Donc, est-ce que ce kit-là est déjà disponible?
Non, en fait, tu me fais penser à un truc que j'ai oublié de mentionner, parce que l'autre défi qu'on remarque, c'est la mobilisation citoyenne est importante. Hein? Si on veut que les gens soient sensibilisés, qu'ils participent, il faut évidemment les embarquer et les amener à participer. C'est le fun de souligner et de promouvoir le Jour de la Terre. Donc, tantôt, je mentionnais qu'on crée au Jour de la Terre une trousse médiatique. Nous, on crée une campagne annuelle. Elle est diffusée dans plein de médias à travers le pays. Un clip vidéo de 30 secondes. Il y a des bandeaux web que vous pouvez utiliser. Et ce kit-là, il est téléchargeable. Et toutes les municipalités engagées qui sont inscrites pourront recevoir un courriel de notre part avec le kit directement sans même avoir besoin d'y penser et de le télécharger. À partir du 6 avril 2023, ce matériel est disponible et vous pouvez l'utiliser pour communiquer dans vos réseaux sociaux, sur votre site Web. Votre adhésion au Jour de la Terre, c'est un message qui va être rassembleur, qui va être unificateur. Et plus on a de municipalités qui utilisent ce véhicule-là, qui est ce kit-là, bien, plus on va avoir un message qui est vu partout, coast to coast, puis qui va véritablement amener les gens à se rassembler autour d'un message fort. Si vous voulez créer votre propre message, vous pouvez. Il n'y a rien qui vous empêche de célébrer le Jour de la Terre sur vos propres mots. Ce qu'on souhaite, c'est que vous fassiez la promotion du Jour de la Terre, mais on est conscient qu'on n'a pas toujours les ressources. Et c'est pour ça qu'on crée ce kit-là, pour vous faciliter la vie, puis vous donner une solution clé en main qui vous évite d'avoir à penser, à créer, puis à mobiliser des ressources qui sont précieuses dans votre équipe. Le Jour de la Terre Canada vous offre tout ça, tout packagé. Puis c'est le fun parce que c'est une campagne qui se voit un peu partout. Donc, si vous l'aimez cette campagne-là, je vous encourage fortement à l'utiliser puisqu'elle est là pour vous comme kit médiatique. Et quand sera-t-elle disponible, Le 6 avril. Le 6 avril, alors oui. Tout bientôt. J'ai probablement des participantes, des participants, des citoyennes, des citoyens dans le webinaire aujourd'hui qui ne sont pas encore municipalités engagées. Mm-hmm. Est-ce qu'on peut s'inscrire quelque part pour avoir l'information? Oui, il y a un formulaire en ligne sur notre site web. Un formulaire en ligne. Exact. Très facile à remplir. Engagée. Dans notre site web, nous sommes engagés. Voilà. Je pourrais demander à une de mes collègues de le placer dans le chat du webinaire. Comme ça, on va pouvoir, pas besoin de le chercher de ce côté-là. Donc, on peut l'envoyer je vais le recevoir bientôt. Je vais essayer de vous le partager d'ici la fin du webinaire. Ben justement, le 6 avril, c'est parce que le 6 avril, c'est une date importante. Donc, c'est le dévoilement du thème du Jour de la Terre cette année et de cette campagne. Pourriez-vous nous en dire plus? On nous a habitués à plusieurs thématiques différentes au cours des dernières années. Peut-être nous rappeler le thème, puis qu'est-ce qui est derrière ce thème-là dans le choix du thème de 2023? Donc, notre thème cette année, c'est « Agissez pour l'environnement et soutenez les organismes environnementaux partout au pays ». Donc, nous, on est un organisme qui encourage l'action environnementale, donc agir pour l'environnement est important, mais on ajoute cette année vraiment une emphase sur le soutien qu'ont besoin tous les organismes environnementaux partout au pays parce qu'elles sont à l'avant-plan de la lutte, beaucoup. Elles sont mobilisées, ces organisations-là, pour nous éduquer, pour militer, pour proposer, initier, faire des programmes pour qu'on puisse comprendre comment on peut surmonter le défi qui sont les changements climatiques, puis la perte de biodiversité, puis encourager des pratiques qui vont faire en sorte qu'on va protéger notre planète. Et ces organismes-là sont essoufflés par moments, travaillent fort depuis 20 ans et ont besoin que nos Canadiennes et nos Canadiens se réengagent dans la mobilisation. On a connu un apogée en 2019, au moment où Greta Thunberg est venue nous visiter au Canada. Il y avait véritablement une mobilisation qui semblait être une vague qui allait porter le Canada vers des attentes, vers des objectifs. Puis on a été frappé par une pandémie qui est venue vraiment ralentir, même voire freiner la mobilisation citoyenne. Et là, il faut se réengager, plus que jamais. Donc, cette campagne est un appel à toutes les Canadiennes et les Canadiens à se réengager dans la mobilisation environnementale et de le faire non seulement en s'impliquant dans une action, mais aussi en soutenant les organismes qui sont là pour nous accompagner et nous aider à aller plus loin. Donc, vous allez voir qu'on va mettre de l'avant des centaines d'organisations qui sont partout. Ce sont des organismes qui sont soit nationaux, régionaux, locaux et qui sont
l'endroit où tous les citoyens peuvent s'impliquer. Ils peuvent contribuer en étant des bénévoles dans ces organismes-là. Ils peuvent devenir des membres, relayer les messages puis les efforts de ces organismes-là. Ils peuvent les soutenir financièrement en faisant des dons. Donc, aujourd'hui, on lance une campagne qui vient vraiment demander aux gens de se réimpliquer puis de soutenir ce mouvement environnemental-là qui est représenté beaucoup par ces organismes environnementaux. Et beaucoup de villes travaillent avec ces organismes-là. M. Warnett l'a dit, M. Holmes aussi, ce sont des acteurs importants qui sont des locomotives et puis qui peuvent aider justement à mobiliser citoyens, entreprises, autres organismes à agir collectivement pour l'environnement. Donc, c'est une invitation. Je ne peux pas vous dévoiler tout le punch, mais je vous invite à aller découvrir ce kit le 6 avril et de le télécharger ou de le recevoir si vous êtes inscrite comme municipalité engagée et de la diffuser partout sur vos réseaux et dans vos outils de communication. Oui, évidemment, comme chaque année, je vous dirais, ça promet. Puis ça promet de faire un splash. Je ne voudrais pas créer d'attente à cet égard-là. Donc, aux participantes et participants francophones, on va passer à la période de questions et on va passer en anglais, mais j'ai des questions aussi en français qui sont dans le Q&A. Donc, vous avez vu qu'on vous a partagé le lien tel que promis. So, I'm going to switch back to English. Thank you very much, Mr. Mayor Holmes. I see that you actually participated and answered in writing to some of very specific questions. I was curious to look at a question that was asked in how to tackle urban sprawl and what kind of leverage lower tier municipalities, maybe the municipalities have different kind of powers in BC, but what kind of leverage or power can be put to bear to protect farmland and wild places? So Doug, I'd be very curious to hear a little bit more from your answer. So in BC, I think we're very fortunate to have what they call the Agricultural Land Reserve. It was put in place by the provincial government in 1972. And the fact that it's survived this long is a testament to the foresight, I think, of the government at the time. It makes it very difficult to build on farmland. And even though many people try, and local governments, I think across the country, and we're certainly know there, we're under tremendous pressure right now to build more and more housing. We're in a housing crisis. That's another thing we need to recognize. Yep. So how do we protect those agricultural lands and wild spaces, wilderness, and to ensure development is in certain areas that are already built up? We're just really focused on increasing density, and that's kind of unique for smaller agricultural areas. That, you know, we have a small downtown, and it's a big discussion in our community right now is how tall are we going to go? Yeah. And right now our tallest building is 4 stories. But we recognize we need to develop where this services are, where water and sewer already is, and not keep putting it out into these other areas. And we're really hemmed in anyway. We're hemmed in by lakes on one side, mountains on the other side. So and then completely surrounded by vineyards and orchards. So which are protected. So we don't really have much choice, and we're under this pressure to find out more housing. So we're looking at infill development and greater density. Greater density, and this is quite tricky. I see that Alexandre raised his hand and asked me, Dario, can I chip in for part of the answer? Alexandre, thank you, Mr. Mayor Holmes. Oui, alors je vais le faire en français oui, pour nous indiquer en fait que nos cousins européens, donc en France, il se passe quelque chose de très intéressant pour
limiter l'étalement urbain avec le principe de zéro artificialisation nette, qui a été initié dans le plan climat, ramené dans la Convention citoyenne pour le climat, et maintenant c'est une loi. Donc, en France, d'ici 2050, il faut arriver à zéro artificialisation nette. Donc, si jamais on veut transformer un terrain naturel en quelque chose de construit, il va falloir déconstruire et renaturaliser. Donc, ça met une cloche de verre en 2050. Je pense qu'il faut s'en inspirer au Canada. Intéressant. Zéro artificialisation nette. Puis j'ai une question de pourcentage, Alexandre. Le 18% là, du territoire protégé, comment vous y êtes arrivé à Laval? C'est de plusieurs façons. La meilleure façon pour une municipalité de protéger un territoire, c'est de l'acheter. Mais évidemment, on ne peut pas le faire pour tous les territoires qu'on voudrait protéger. On n'a pas les capacités financières de le faire. On a le fait beaucoup, là, juste l'année passée, c'est 39 millions de dollars qu'on a investi pour acheter des milieux naturels, des îles dans l'arrière des 1000 îles, plein d'espaces partout sur le territoire. Mais l'autre outil très puissant pour protéger notre territoire, c'est le zonage. Donc, on a eu un nouveau code de l'urbanisme qui est entré en vigueur et ça a été une façon de revoir, de regarder l'ensemble du territoire puis de dire, OK, maintenant, qu'est-ce qu'on dit? Plus jamais, il y aura quelque chose de construit là-dessus. Et on a utilisé un zonage de conservation pour protéger de façon vraiment importante là, d'un très, très grand nombre d'hectares. Donc, c'est plusieurs façons de le faire. Puis des fois, il y a des entreprises qui peuvent avoir un terrain, ils se rendent compte que, tiens, il y a un milieu humide dessus, c'est protégé. En fait, ce n'est pas protégé, mais ils ne pourront jamais construire là-dessus parce que le gouvernement l'interdit ou c'est juste non construisible. Il y en a on peut céder à la municipalité pour éviter de payer des taxes sur un terrain qui ne nous sert à rien. Donc, de céder à la municipalité des terrains qui deviennent protégés par la suite. Donc, il y a plein de façons d'y arriver. Merci beaucoup, Alexandre. Ayav, j'ai une question pour Valérie. La MRC a essayé de passer plusieurs activités au cours des ans, mais on a l'impression de parler aux convaincus. Hein? L'autre expression, c'est de parler aux convertis. Mais on veut parler à plus de monde. Comment quelle technique on peut utiliser pour avoir une meilleure mobilisation citoyenne et sortir de ce cercle de convaincus? Valérie, une tentative de réponse, c'est sans oublier d'ouvrir le micro pour accéder à votre pertinence. Merci, Dario, tu as bien fait de me le rappeler. C'est une très bonne question, puis je peux effectivement comprendre que ça peut représenter un défi de ne pas juste parler aux convaincus. C'est probablement ma question serait vers qui on a ciblé pour aller chercher des relayeurs de votre initiative? Est-ce qu'on oublie, parfois on va juste vers les organismes environnementaux qui sont entourés de gens qui sont visiblement des personnes motivées, mais j'ai beaucoup aimé ce que M. Warnett a dit tantôt quand il dit on fait appel aux entreprises, aux associations, à des gens qui ne sont pas nécessairement dans le domaine de l'environnement et qui représentent des personnes, puis on leur propose de participer. Il y a beaucoup d'entreprises, en fait, qui cherchent, à titre d'exemple, à mobiliser leurs employés dans une action environnementale. Donc, pourquoi pas tendre une perche vers des entreprises et leur dire d'inviter leurs employés à participer à votre activité d'environnement? Parce que de plus en plus, on voit dans les entreprises des gens qui veulent faire du bénévolat, des entreprises qui encouragent le bénévolat, puis qui seraient prêtes à favoriser une participation de leurs employés dans une activité. Puis c'est peut-être un vivier qu'il faut alimenter parce que ce sont tous et toutes des citoyennes et citoyens, mais dans un espèce en dehors de la sphère de juste l'environnementaliste, on s'en va toucher aux gens dans un autre réseau, puis on vient faire appel à d'autres personnes. Donc, peut-être engager les entreprises de votre MRC, puis demander à ces chefs d'entreprise-là de solliciter la participation de leurs employés, puis ça va vous créer un mouvement qui est très différent de toujours aller chercher dans les mêmes talles qui sont les organismes qui sont environnementaux. On va les impliquer aussi, mais très certainement, il faut faire appel à d'autres réseaux pour les inviter. Puis je pense qu'il y a beaucoup plus d'entreprises qu'on pense qui ont le goût que leurs employés fassent des actions environnementales puis cherchent des opportunités de faire une corvée ensemble, de faire une plantation d'arbres ou de contribuer à je ne sais pas moi, améliorer le contrôle d'une espèce envahissante dans un parc. Alors, il y a peut-être plusieurs, ou peut-être juste dire tout le monde, on s'en va marcher pour soutenir la Terre, mais on va faire appel à des nouveaux réseaux.
Alors, je ne sais pas si vous avez essayé cette approche-là, mais je vous conseillerais peut-être de garder cette idée-là en tête. Donc, garder l'approche des relayeurs, mais augmenter le nombre de relayeurs dans des réseaux pour lesquels ce n'est pas naturel. Exact. D'aller vers la nature. Bon, pardonnez-moi ce jeu de mots. But we do have also very motivated organizations. And the question we have in the Q&A, Sunal Oja, the attendee, asking, we are a First Nation tribal council. Can we participate in these activities? I only noticed municipalities in the list. So the question to Valérie is a First Nation can be engaged as well, mobilized as well. Absolutely. Absolutely. There's no, it's open for everybody. It's open. Yes. No exclusion. And and I take this question as a flag for us as an organization to make sure that we have a more inclusive way of formalizing this proposal. The term municipality might not be as inclusive as it should be. So my apologies if you felt excluded by that, but you are not. By all means, please feel free to register your group. And we would like to include a lot of First Nations in this celebration for sure. And if you'd like to give us a call, we can certainly see how we can improve that to make sure that it's more obvious when people want to register. But yes, you are absolutely entitled to join. Thank you, Valerie, for that very detailed answer. I still have a few tens of seconds. It's a big question I have in the Q&A, and I would actually synthesize it. And actually, the attendee, Anne Rani, I apologize in advance if I'm too synthesizing since we are about to end the webinar. But in terms of resilience, the resiliency of our local economic networks are a key to resiliency. What can municipality do to contribute to stronger economic networks when we work toward that vision of resiliency? Maybe Mr. Mayor Holmes, but I don't want to put you on the spotlight. What kind of local economy, a thriving local economy can be imagined? So, yeah, I saw that question too, and I said, oh my God. I know. But so I really, in economic development, I think you build on your strengths. And in Summerland, our strength is agriculture. We're an agricultural community. And so one thing our council has been working on for years now, and it's starting to come fruit, we've got provincial support, we're still trying to get federal support, is create a food innovation hub in the community where our local farmers and the whole region will be a regional hub, can come and create value added products and whether it's canning, juicing, and to create food products that right now, we're importing from or bringing in from a long ways away. And if the better you can get your food closer to where it's produced, then it's a win-win for everybody. And that'd be an economic driver for our community. Indeed. And a micro answer from Alexandre. Alexandre, tu voudrais donner une micro-réponse? Autonomie dans tous les champs possibles, que ce soit alimentaire, énergétique, de services. La situation mondiale nous amène à être moins dépendants pour être plus résilients, donc le plus autonome et circulaire possible dans tous les champs. Le plus autonome, autonomie. Thank you very much to all our panelists today. Thank you for our attendees. You had great questions. Thank you very much for your participation. Stand by April 6th. So for the municipalities who are already enlisted in the program, the others, click on the website you have on the chat. For those who think about, oh, you should have seen that webinar today, we will make this webinar available to watch later on. So Thomas, Mr. Chairman of the Board, a conclusion? Merci beaucoup d'avoir été là. Thank you so much for being with us today. I was really impressed by the number of people who joined, and it's a good indication of the type of birthday that we're going to have in Canada this year. Thank you very much. Merci beaucoup d'avoir été là.
and have a great Earth Day 2023. Bye now.